Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Je suis très honoré de passer après toutes ces présentations brillantes et j'espère que je vais être à la hauteur. En tout cas, c'était bien timé parce que finalement, j'ai l'impression que je vais juste synthétiser ce qui a été dit depuis le début. Moi. Donc, voilà. Donc, effectivement, on m'a demandé de présenter un petit peu la position de l'entraîneur sur les facteurs de performance et de contre-performance. Donc, en ce qui concerne, alors je ne fais pas d'athlétisme, mais en fait c'est généralisable à tous les sports. L'objectif qu'on développe, c'est évidemment de produire de la performance, qu'elle soit de haut niveau ou de moindre niveau, peu importe, mais c'est de produire une performance. Et en l'occurrence, lorsqu'on veut produire de la performance, pour performer, il faut pouvoir s'entraîner régulièrement. Ça, c'est vraiment le point de départ. On peut dire ce qu'on veut, mais s'entraîner régulièrement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans le processus d'entraînement, et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de blessure. C'est fondamental parce qu'un athlète blessé, de toute manière, c'est un athlète qui n'est pas performant. Deuxième chose importante, on s'entraîne en fait pour ce qui nous fait gagner, donc les facteurs de performance, mais on s'entraîne aussi pour ce qui ne nous fait pas perdre. Ce qu'on peut considérer comme étant les facteurs de contre-performance, justement. C'est-à-dire qu'il y a des choses très évidentes qu'on connaît, on va développer de la force, de la vitesse, etc. Mais il faut aussi avoir en toile de fond qu'est-ce que je dois faire pour que justement l'athlète ne soit pas blessé, pour que l'athlète puisse continuer à s'entraîner, sur quels paramètres on doit être attentif pour éviter de produire de la contre-performance. Et vous allez voir, ça a été déjà évoqué par les prédécesseurs, mais parfois quand on veut créer de la performance, on peut aller jusqu'à sans le vouloir, mais créer de la contre-performance en fait. Voilà. Donc d'où l'importance évidemment de la prophylaxie qui va être intégrée dans l'entraînement. Ça c'est vraiment un cheval de bataille pour moi. Comprendre qu'on doit absolument intégrer ça dans le process d'entraînement. Et puis la bonne collaboration, ça a été évoqué par Didier tout de suite, c'est exactement le sens de son intervention, la bonne collaboration qu'il va y avoir entre les différents acteurs du projet, et du projet sportif, et cette communication minutieuse, ce suivi minutieux qui doit y avoir du sportif sur tous les points de vue qui peuvent avoir un impact sur sa performance. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'entraînement? C'est prendre un individu qui va vouloir réaliser une tâche sportive, et donc le rôle de l'entraîneur dans tout ça, ça va être de préparer l'individu pour qu'il soit en capacité de répondre de manière optimale aux contraintes qui sont imposées par la tâche. C'est des choses qu'on a du mal à se représenter de temps en temps, mais il faut savoir par exemple que lorsqu'une personne court à pleine vitesse, l'impact du pied au sol, c'est 4 fois le poids du corps. Lorsqu'il saute en longueur, ça peut être 8 fois le poids du corps. Voilà, donc il faut se représenter ces contraintes, et donc ça veut dire que nous, le rôle de l'entraîneur, ça va être à la fois de préserver la santé du sportif. Une fois qu'on connaît les contraintes, on se dit attention, il faut préserver sa santé, il faut qu'il soit capable de faire ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on doit également le préparer à être capable de répondre à ces contraintes-là. Et souvent, on a tendance à vouloir préserver le sportif, on doit faire la balance entre quand est-ce que je le préserve et quand est-ce qu'à vouloir trop le préserver, finalement, je le mets en situation de danger parce que je ne le prépare pas suffisamment aux contraintes qu'il va rencontrer. Voilà. Donc, pour faire ça correctement, on doit d'abord faire une bonne analyse de l'individu. C'est hyper important. Je vais faire comme toi, Didier. Je vais prendre à la main, ça va être plus pratique. On doit faire une analyse de l'individu. C'est extrêmement important, c'est le point de départ. On doit connaître ses dispositions et on doit connaître son niveau d'adaptation, finalement, à la tâche qu'il va vouloir réaliser. Ça, c'est extrêmement important. Et au regard de ça, bien sûr, on doit faire une analyse de la tâche. C'est-à-dire comprendre exactement vers quoi on doit tendre. Ça, c'est extrêmement important parce que souvent, on prépare des gens et si on n'a pas compris exactement quels étaient les enjeux auxquels ils vont être confrontés, eh ben, on passe à côté sur le plan d'entraînement. Donc, l'analyse de l'individu, la raison, elle est simple, c'est qu'on veut être efficace d'abord, et puis c'est aussi un problème de prévention. Une fois qu'on connaît l'individu, qu'on connaît ses forces et ses faiblesses, eh ben, on sait sur quoi on doit travailler, à la fois pour être efficace et pour pas qu'il se blesse. L'analyse de l'activité, évidemment, c'est pour produire de la performance. Cette analyse de l'individu, elle est faite par rapport à des fondamentaux. Alors quand je dis les fondamentaux, ce n'est pas les fondamentaux sportifs, mais c'est les fondamentaux pour moi de l'être humain. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, mais un être humain sur la Terre, c'est quelqu'un qui est confronté en permanence à la force de gravité. Donc on a tous une organisation posturale par rapport à cette gravité. Et comment on s'organise par rapport à ça? Est-ce que la personne qu'on a en face de nous, elle a une bonne organisation? Est-ce qu'elle répond correctement finalement aux contraintes
de la vie de tous les jours. Est-ce que son corps est fonctionnel? Est-ce que les articulations bougent correctement? Est-ce qu'il a un schéma corporel qui est clair, qui est cohérent? Est-ce que les capteurs, les différents capteurs qu'il va utiliser, capteurs visuels, capteurs vestibulaires, etc., marchent bien? D'accord? Est-ce qu'il répond à ces fondamentaux-là? Donc ça, c'est important parce que c'est aussi ça qui va nous permettre d'individualiser. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il faudra le traiter. Tout ça, bien sûr, pour répondre en face à la spécificité de l'activité, puisqu'on connaît la tâche qu'il va devoir réaliser, et on va devoir être pertinent sur ce qu'on propose pour répondre à cette spécificité. Et puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi dans mon approche, c'est cette espèce de 8 couchés, là, le signe de l'infini, l'Lemnis 4, là, qui fait que dans l'entraînement, pour moi, on doit en permanence aller vers les facteurs de performance, c'est-à-dire qu'on va aller vers la spécificité, puisqu'il faut répondre à cette spécificité, il faut bien préparer la personne à ça, mais il ne faut pas oublier non plus de revenir régulièrement sur les fondamentaux. C'est-à-dire que de trop aller sur la spécificité, on peut également amener la personne dans des schémas qui vont perturber finalement les fondamentaux de l'être humain et faire qu'à un moment donné, il va se blesser. Et ça, c'est valable pour tout le monde, bien sûr, c'est pas valable que pour les sportifs handisport. Eux, ils ont leur spécificité, évidemment, ils répondent pas de la même manière que les autres à ces fondamentaux, puisque quand vous avez un bras en moins, une jambe en moins, ou que vous êtes hémiplégique, évidemment, votre organisation posturale, elle n'est pas la même qu'une personne valide, mais elle doit malgré tout être cohérente par rapport à ce qu'on veut faire pour la tâche à laquelle on est confronté. Donc on va en permanence aller vers les facteurs de performance, et on va jamais oublier de revenir traiter aussi les facteurs de contre-performance, pas les laisser de côté, pas les laisser s'installer. Voilà. Alors la performance, elle est bien sûr multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte des paramètres qui sont physiques, et j'aurais presque tendance à penser que c'est quelque chose qui fait partie des priorités, puisque c'est ce que mon corps m'autorise à faire finalement. Donc avant de mettre de la technique, il faut vérifier que le corps est capable de produire la technique qu'on veut mettre en œuvre. Donc il y a des facteurs physiques, il y a des facteurs techniques, il y a des facteurs tactiques bien sûr, il y a des enjeux qui sont sur le mental, il y a des enjeux qui concernent le social, on l'a évoqué tout à l'heure dans les précédentes présentations, il y a des enjeux bien sûr sur le matériel, ça a été évoqué aussi par Mathieu ce matin, il y a des enjeux qui sont institutionnels, Arnaud Litou a évoqué l'environnement autour des sportifs qu'on met en œuvre d'un point de vue institutionnel qui fait qu'ils sont dans les bonnes dispositions pour performer, et puis il y a des facteurs de santé. Et les facteurs de santé, je les ai dissociés volontairement de la partie physique étant ce que l'entraîneur veut développer, la partie santé étant ce qui est du ressort du corps médical. Voilà. Donc tous ces facteurs qui sont des facteurs de performance, il faut les voir... Ah, tiens, c'est marrant. Il me refait une présentation. Hop. Il faut bien sûr essayer de manager tous ces facteurs qui sont aussi potentiellement des facteurs de contre-performance. C'est-à-dire qu'il faut voir toutes ces pastilles en fait comme des pièces qui ont un côté pile et un côté face. D'accord ? Quand on voit le côté pile, ben, on peut dire tiens, c'est le bon côté, c'est le facteur de performance. Mais potentiellement, il peut devenir aussi, quand on tourne la pièce, ça peut devenir un facteur de contre-performance. Juste un petit exemple, mais ça a été évoqué tout à l'heure, je ne me souviens plus par qui, mais vous prenez une personne par exemple en fauteuil roulant, si vous ne gérez pas correctement le type d'exercice qui lui est proposé, la dose d'exercice qui lui est proposée, en musculation par exemple, vous pouvez appliquer des doses d'entraînement, des quantités d'entraînement qui vont faire que potentiellement, là où vous pensez développer de la force, potentiellement vous êtes en train de mettre en place un surentraînement sur les épaules parce que cette personne-là, elle passe son temps à faire des transferts, à utiliser ses épaules en permanence. Donc des fois, à vouloir trop en faire, à vouloir trop renforcer des épaules par exemple, on peut potentiellement déclencher des blessures. Voilà, donc il faut toujours avoir ça en tête. Chaque partie qui est évoquée ici, elle a son côté sombre qui peut être un facteur de contre-performance. Alors nous, l'enjeu, bien sûr, c'est d'arriver à mettre l'individu dans une situation d'équilibre. Cette situation d'équilibre, elle est bien sûr due à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la bonne analyse de l'individu et de son environnement, d'un côté, et puis de l'autre côté, la bonne analyse de la tâche et les conditions de la réalisation de la performance. On doit trouver ce point d'équilibre, et il n'est pas facile, parce que, vous allez le voir, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, des choses qui sont plus compliquées. Donc on va devoir, à un moment donné, prendre des décisions. Voilà. Donc, une chose importante, et je le vis en ce moment, le temps est un donneur d'ordre.
D'accord? On doit prendre ça en considération parce que la réalité, c'est que tout va très vite et on n'a jamais assez de temps. D'accord? Donc vous rentrez d'une compétition importante et on vous dit bon, ben, les athlètes, il faut qu'ils récupèrent. Oui, bien sûr, il faut qu'ils récupèrent, mais vous avez en tête qu'il faut développer des choses, vous savez que ça va prendre du temps et que la prochaine compétition importante, ben, elle est déjà demain, quoi. Et donc tout va très vite, tout s'enchaîne, et malgré tout, on doit quand même avancer, on doit quand même proposer des choses pertinentes. Donc l'idée, c'est que pour nous, on doit résoudre les facteurs prioritaires, ceux sur lesquels on peut agir efficacement. D'accord? Dans tous les paramètres qu'on va devoir développer, parce que si vous écoutez tout le monde, si vous écoutez le médecin, si vous écoutez le kiné, si vous écoutez le préparateur mental, si vous écoutez le nutritionniste, vous écoutez l'entraîneur, vous écoutez le préparateur physique, tout le monde vous dit « faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça », puis les journées, elles ont que 24 heures. D'accord? Donc tout le monde a besoin de temps, et la réalité, c'est qu'on va être obligé de traiter prioritairement certains facteurs pour pouvoir obtenir cet équilibre de performance. Il est transitoire, comme tous les états d'équilibre. C'est-à-dire que notre sportif, là, il marche sur un fil, hein, il est en équilibre, il avance vers la performance, et on sait très bien que ça peut basculer d'un côté et de l'autre, mais on sait que de toute manière, il continuera toujours à avancer, parce qu'il y aura toujours des nouvelles choses qu'on pourra implémenter. Ça nous renvoie à une problématique qui est extrêmement importante, à mon sens, c'est la problématique du choix et de décision. C'est vraiment fondamental pour moi dans la réussite du sportif de haut niveau. On a fait il n'y a pas longtemps à Vichy là, un séminaire sur la haute performance. On nous a demandé qu'est-ce qui différenciait le sportif de très haut niveau des autres, enfin celui qui gagne la médaille d'or des autres. Et moi, ma réponse a été qu'à un moment donné, le sportif de haut niveau, c'est celui qui sait faire les choix et prendre les bonnes décisions. Parce qu'on en a beaucoup des fois dont on pense qu'ils ont le talent, etc. Et ils n'y arrivent pas parce qu'il y a eu mauvais choix et mauvaises décisions. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en l'occurrence, j'aime bien cette formule. Une demi-décision égale des ennuis au carré. Donc, je vous l'ai dit, il y a plein de choses qu'il va falloir améliorer, plein de choses sur lesquelles on va pouvoir travailler, des facteurs de performance, on va gérer les facteurs de contre-performance, et à un moment donné, il y a tellement de choses, on n'aura pas le temps de tout faire, il faut prendre les bonnes décisions, il faut faire les bons choix, et quand on prend une décision, il faut s'engager à fond. Il n'y a rien de pire que de prendre une décision puis d'y aller à moitié, et finalement, ça ne marche pas. Pour la réussite, il y a ce qu'on appelle la règle des 3 T. Vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est assez connu. Donc effectivement, il y a le talent. On ne peut pas faire de médaille sans talent, c'est pas possible. Il y a une formule qui est un peu péjorative qui dit on ne fait pas un cheval de course avec un âne, c'est un petit peu dur. Mais la réalité, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ont le potentiel pour courir vite ou pour courir longtemps ou pour lancer loin ou pour sauter, etc. Il y en a d'autres qui en ont moins, c'est comme ça. Donc il faut de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui font de la pratique loisir, il y a des gens qui font de la pratique de compétition de très haut niveau, d'accord. Mais quel qu'il soit, de toute manière, ils essayent d'optimiser leur talent. Donc le talent est un point de départ. Le travail, c'est un deuxième T important. On a beau avoir tout le talent du monde, s'il n'y a pas le travail, ça ne marchera pas. Et le troisième, c'est le temps. C'est-à-dire que tout ça, ça va prendre du temps et on ne forme pas un sportif de haut niveau en un claquement de doigts. Je reviens sur l'histoire des choix et des décisions. On fait des choix, on prend des décisions, mais de toute manière, on sait pertinemment que ça va prendre du temps pour mettre en œuvre tout ça et y arriver. Alors jusque-là, c'était assez connu, et puis moi je rajoute quand même ça. Ça, c'est les 3 ingrédients principaux, le talent, le travail, le temps. Mais il faut que ça soit accompagné par une sauce de compétence, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette du liant dans tout ça, et la bonne sauce, c'est la compétence. Et la compétence, elle est là, elle est partout, c'est-à-dire c'est tous les gens qui vont être, à un moment ou à un autre, sur le parcours de performance du sportif. C'est celui qui va détecter, et qui va détecter la bonne personne, qui saura l'orienter vers le bon sport, la bonne pratique, etc. C'est l'éducateur qui donnera envie, c'est l'entraîneur qui apportera de l'expertise, c'est le médecin qui gérera correctement les facteurs de santé, c'est le préparateur physique qui saura trouver ce qu'il faut pour répondre aux contraintes physiques de l'épreuve, etc., etc. Et puis c'est le club qui accompagnera, voilà. Donc vous l'avez bien compris, la clé de la réussite de la performance, elle réside dans l'adaptation de l'individu avec la tâche et l'objectif poursuivi. Est-ce que l'individu et son environnement sont adaptés à la production de performance envisagée dans sa discipline? Et c'est là que résident tous nos facteurs de performance et de contre-performance, et qu'on doit être capable de tout évaluer et dire
finalement, cet individu et son environnement, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer pour qu'il puisse produire de la performance. Bien sûr, ça nécessite, le point de départ, c'est l'évaluation, hein, on ne fait pas sans ça. Et puis, juste pour terminer, pour vous dire des choses que vous savez déjà, mais que j'aime bien illustrer quand même, dans le handisport, il faut toujours s'adapter, trouver des solutions originales. Je pense que c'est aussi ça qui fait son attrait, finalement. Pour quelqu'un comme moi qui vient à l'origine du monde dit valide, j'aime pas ce terme-là, mais voilà. Le handisport, c'est une opportunité. Moi, j'ai toujours été très attiré par le côté individualisation, trouver des solutions pour chaque individu. Et dans le handisport, là, pour le coup, on est servi. On est vraiment obligé. Donc, nous, on part avec des gens qui ont parfois un physique cabossé. Il faut en tenir compte. Quand je vous parlais des fondamentaux tout à l'heure, ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, il faudra tenir compte de ces physiques atypiques, on va dire, qui ont une spécificité très grande, et arriver à bien les comprendre. Il faudra bien évidemment adapter les techniques qu'on va utiliser. On a beau savoir comment on saute en longueur, quand quelqu'un se présente avec un bras en moins ou avec une prothèse à la place de la jambe, ce n'est pas tout à fait la même technique. Donc il faudra inventer des nouvelles choses. Le mental va être extrêmement important. Ce sont des gens qui ont, pour certains, eu des handicaps de naissance qu'il a fallu accepter, digérer, il faut vivre avec, etc. Donc c'est pas évident. Puis il y a des gens qui ont eu des accidents, et donc il y a des chocs post-traumatiques, il y a pas mal de choses. Donc il faut arriver à faire de ce travail de reconstruction. Quand ils viennent faire du sport, c'est bénéfique pour leur santé, mais c'est aussi quelque part pour eux une façon de s'assumer complètement, de performer, de montrer qu'ils sont capables d'autre chose et que ce n'est pas seulement des personnes en situation de handicap. C'est comme ça qu'on les traite. Nous, en tout cas, c'est des sportifs de haut niveau avant tout. Donc, faire de sa reconstruction une force. Le médical, très important. On a la santé en fait comme une plateforme importante, hein, on le dit depuis le début. Lorsque vous avez par exemple un moignon et une prothèse, on a parlé des phénomènes d'adaptation à la chaleur, etc. Il faut savoir qu'il y a des choses qui n'existent peut-être pas chez les valides, hein, mais un moignon qui gonfle, les phénomènes de frottement, de macération, etc. font qu'à un moment donné, vous pouvez avoir la meilleure technique du monde, vous pouvez être bien préparé, etc. Si l'athlète il vous dit là c'est pas possible, j'ai trop mal, eh ben c'est mort. Donc le médical va être extrêmement important, cette prise en charge. Le social, bien sûr, accompagner, soutenir la force du groupe. J'ai mis cette photo avec un guide, évidemment, parce que selon le handicap, il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation un petit peu isolée. Et c'est bien de sentir autour de soi la force du groupe, la force du guide qui est à côté, les gens qui vous entourent, qui vous poussent vers vos objectifs. Donc c'est important. Ça l'est partout, hein, même chez les valides, mais je trouve que dans le handisport, il y a une dimension qu'on ne trouve pas dans le sport valide. Le matériel, avec un enjeu de taille, optimiser le matériel, ça c'est très clair. On connaît la différence entre, Mathieu nous l'a montré brillamment ce matin, hein, un vélo, j'ai envie de dire de base, et puis un vélo qui a été réfléchi, qui a été conçu spécifiquement pour le sportif. Donc on est tous dans nos différents sports à essayer d'optimiser ces enjeux matériels avec les lames, avec les emboîtures, avec les fauteuils, avec les vélos, etc. Et puis les enjeux institutionnels, la reconnaissance dont ils ont besoin. Arnaud en a parlé ce matin. On est passé d'un ratio qui était de 1 pour 15 à peu près, 1 euro investi chez les handisports pour 15 euros investis chez les valides, il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Aujourd'hui, on est en train de rattraper un petit peu le retard, on n'y est pas encore, mais ça avance et c'est beaucoup mieux. Donc c'est important, parce que ça a été évoqué également, un sportif qui est obligé de travailler, il est en situation de handicap, il est obligé de travailler et d'aller s'entraîner en plus derrière, on ne peut pas lui demander de faire des miracles non plus. Donc il faut les accompagner, et c'est l'objet évidemment du travail de l'ANS au quotidien, et des structures institutionnelles. Donc la reconnaissance, la professionnalisation, on regarde la spécificité des besoins. Hein, encore une fois, des fois il y a des gens qui ne comprennent pas, qui nous disent mais vous avez beaucoup d'accompagnants, vous avez tant d'athlètes, il y a beaucoup d'accompagnants. Ben oui, parce qu'un sportif en situation de handicap, ça peut nécessiter un infirmier, un guide de vie, etc., etc. Donc c'est plus complexe.
Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le monsieur avait une question là-haut, tout là-haut, sur la précédente communication, tout en haut pour Didier. Et tu viens, oui, viens ici, puis comme ça vous partagez la réponse. Merci, je suis Maxence Compagna, je suis MCUPH à Limoges. Didier, quand tu disais que tu mettais, par rapport à l'indication de la toxine, dans le cas de la dystonie, comment est-ce que vous gérez? C'est-à-dire que vous faites des essais avant, pour voir un peu l'effet, puis après vous le faites au moment de la compétition. Comment, sur le plan pratique, tu vois, ça me paraît très intéressant que tu me donnes ton expérience là-dessus. Alors, j'ai pas d'expérience pour le coup dessus parce que moi, je fais rien. Pas tout le temps, hein. Des fois je fais des choses, mais pour le coup, pas. Non, là en fait, c'était sur une demande d'une fédé sur la perf. En fait, on l'a pas automatisé jusqu'à présent au niveau du pôle pour les athlètes. Ta question, en fait, elle rejoint finalement le suivi de soins de l'athlète, puisque tu peux te retrouver... Les aspects de dystonie, les aspects d'hyperactivité peuvent être gênants pour la pratique sportive, mais aussi gênants dans le quotidien. Donc finalement, en fait, la question est plus autour en fait de le suivi de l'athlète, et à savoir en fait si à un moment donné, par rapport à la demande qui a été faite de sensation où a été identifié le côté contre-performant, vient sortir cet aspect de compétition, et là on peut gratter. Ce qu'on s'aperçoit nous. Et il y a Constance, la médecin référente en fait du pôle, a pêché un article qui était très intéressant, qui est sorti cette année. Ce qu'on s'aperçoit, et ce que l'étude en fait a montré aussi bien dans les pays nordiques que sur l'Afrique du Sud, on a peut-être 90%, je suis gentil, des athlètes haute perf en fait qui ont un suivi médical qui est inférieur en fait d'un patient équivalent. Donc tu vois en fait. C'est compliqué d'automatiser. On l'a fait sur quelques cas. François a eu l'occasion de le faire même lors d'une compétition. Mais pour l'instant, en fait, on peut pas, on l'automatise pas, tout simplement parce qu'en fait, si l'athlète il n'est pas dans un parcours de soins, déjà il faut pouvoir le faire en fait à proximité, et deux, en fait, il faut pouvoir en fait le tester. Donc en fait, l'expérience, elle a été juste sur le cas de figure. Il y a une autre cas de figure que François a eu l'occasion de faire. Et pour l'instant, tant qu'en fait la partie soins sur les athlètes de haut niveau, en fait, elle ne permet pas de ressortir ça, c'est pas quelque chose en fait qu'on réalise de façon systémique. Est-ce qu'il y a une autre question? Franck? Oui, devant, ici. Non, la lidocaïne est autorisée, au contraire. On a vérifié avant, et d'ailleurs, même pendant les Jeux, on a fait des blocs pour les tireurs pendant la compétition. Mais ta remarque, en fait, elle est juste parce que j'ai présenté en fait un travail au Congrès européen de Sport Science. Et il y avait un truc de karaté, là. Il y a le responsable du para-karaté. Enfin, je crois que c'est comme ce truc, là. Et en fait, elle a posé exactement la même question. À savoir, est-ce que finalement, en fait, c'était pas une activité dopante de façon instantanée ou quoi que ce soit. Je dis, bah non, en fait. En tout cas, l'injection de lidocaïne en périneural est autorisée, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est un effet paralysant. Donc, affiché comme la toxine botulinique, comme diminution de performance musculaire. Est-ce qu'il y a... Allez, une question encore devant. Il y a encore un communicant qui est très pressé, là, qui s'énerve un peu. Bonjour. Merci pour les interventions. Moi, c'était à la fois une réflexion et puis les questions que ça me pose. Donc, moi, je m'occupe d'une association qui a permis aux enfants en France d'avoir du matériel prothétique pour courir dans toute la France. Et donc, il y avait, c'était il y a 2 ans maintenant, il y avait 4 jeunes qui avaient rejoint le Pôle France à Bordeaux. Il se trouve qu'ils ont tous les 4 arrêté. Et je me posais la question un peu, j'entends beaucoup le mot performance, il finit par me gêner à force. Et je pensais à la joie de vivre,
tout simplement, qui était pour moi un gros facteur de performance, mais dans lequel il ne fallait pas forcément avoir le mot performance en tête. Et puis, un autre sujet, enfin c'est à côté aussi, c'est le travail à côté des techniciens de santé, et là, en l'occurrence, je pensais aux prothésistes. J'avais constaté, moi, qu'il n'y avait pas suffisamment de liens, de connaissances, de transmission entre le prothésiste et l'entraîneur, et ça posait vraiment des difficultés de suivi. Et avec ça, la prise en compte de la croissance, un jeune qui a 15 ans, qui est en pleine croissance, avec une prothèse fémorale, avec un fémur qui pousse et qui fait mal, et tout ça avec le facteur temps qui fait qu'on panique un peu et qu'on voudrait de la performance. Voilà, c'était des réflexions comme ça, pêle-mêle. Je vais répondre. Alors, c'est des athlètes qui étaient sur le pôle de Bordeaux il y a 4 ans. Ils ont arrêté en fin d'année scolaire 2020. D'accord. Ouais, 2 en début d'année scolaire 2020 et 2 en fin d'année scolaire 2020. Ok. Donc effectivement, la notion de plaisir, il ne faut pas l'évacuer. Hein. Quand on parle de performance, le plaisir en fait partie aussi. J'ai tendance à penser qu'on ne peut pas faire de performance si on n'y prend pas de plaisir quand même, enfin dans le process en tout cas. Donc c'est clair. Ensuite, les raisons qui ont présidé à leur départ du pôle, je ne sais pas, mais on peut en discuter si vous le souhaitez. Par contre, sur la deuxième remarque, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre l'entraîneur, le prothésiste, etc., je suis entièrement d'accord avec vous. Et justement, pour rebondir là-dessus, et pour prendre l'exemple du pôle de Bordeaux, on a une athlète à l'heure actuelle qui a fait le choix de quitter le pôle de Bordeaux, qu'on a récupéré sur le pôle de l'INSEP, avec laquelle on a mis en place tout un travail avec Didier. On a fait une vraie commission autour d'elle multidisciplinaire, entraîneur, prothésiste, ingénieur, etc., autour de sa problématique justement à la fois de préparation physique, d'adaptation de ses emboîtures, etc., et de son matériel. Et c'est un travail de 6 mois, hein, quasiment. Hein. On arrive au bout là. Et elle va tester ça très bientôt là, en stage à La Réunion. Donc voilà. Je pense que je vais pas, j'étais pas forcément là pour tout, mais aujourd'hui ça fait partie quand même des priorités qu'on a, c'est-à-dire d'avoir ce travail, cette approche multidisciplinaire avec cette écoute autour à la fois des enjeux sociaux, de plaisir, etc., et de réalisation sportive aussi. Voilà, donc je suis désolé s'il y a eu des ratés, on pourra en reparler, mais... Ouais. Disons qu'en tout cas, on est dans une mouvance, c'est quelque chose de presque nouveau, quoi, finalement. Avant, ça n'arrivait pas, parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de jeunes équipés, quoi. Pour te rassurer, c'est demain qu'on parle de ça. Tu verras, demain, c'est la collaboration médico-technique, elle est abordée demain. Et là, on était dans la très haute performance. Hein. Merci, messieurs.